Je m'appelle Aminata. J'ai 55 ans et j'en ai passé 30 avec le même homme. Le réveillon du Nouvel An 2026, j'ai ouvert la porte de ma chambre d'hôtel à Paris et j'ai vu mon mari dans les bras d'une autre femme. À cette seconde, tout ce que j'avais construit s'est effondré. Mais ce qu'il ignorait, c'est que cette trahison serait la dernière erreur de sa vie. Laissez-moi vous parler du début. J'ai rencontré Laurent quand j'avais 25 ans. Il était français, charmant, de ceux qui parlent magnifiquement et nous font croire en tout. J'étais jeune, noire, fraîchement arrivée de Dakar pour travailler comme infirmière à Lyon. Laurent est arrivé à l'hôpital où je travaillais. Je m'étais blessée à la cheville en jouant au football. On a parlé. Il sourit. Je lui rendis mon sourire. 3 mois plus tard, nous vivions ensemble. Je l'ai épousé en pensant avoir trouvé ma place dans le monde. Laurent avait un bon poste de directeur commercial. J'ai continué en soins infirmiers. Nous partagions les factures, les rêves. Du moins, c'est ce que je pensais. Avec le temps, j'ai compris que Laurent aimait attirer l'attention. Attention de toute femme. Il flirtait avec les serveuses, souriait beaucoup à ses collègues, faisait des blagues qui faisaient rire tout le monde sauf moi. Mais j'étais révélateur. Je pensais que c'était ma jalousie, qu'il était juste gentil, que je devais faire plus confiance. Pendant des années, j'ai avalé mes inconforts. J'ai m'occupé de la maison. Je me suis occupée de lui quand il est tombé malade. J'ai toujours payé la moitié de tout, parfois plus de la moitié. Quand Laurent a voulu créer une petite société de conseil, c'est moi qui ai emprunté de l'argent à mes économies. 5 000 € qu'il avait promis de rendre dans 6 mois. C'était il y a 10 ans. Je n'ai jamais vu un sou en retour. Laurent a toujours eu cette façon de faire paraître les choses normales. Quand j'ai chargé, il a détourné le sujet. Il a dit que l'entreprise était en pleine croissance, que bientôt je verrais le retour, que nous allions voyager, célébrer, vivre mieux. J'ai cru parce que je voulais croire, parce qu'après tant de temps ensemble, abandonner semblait plus douloureux que de continuer. En 2025, nous avons accompli 30 ans de mariage. Mariage d'émeraude. Laurent ne se souvenait même pas de la date. Il a passé toute la journée au bureau. Il est rentré tard, fatigué, se plaignant des clients. J'avais préparé un dîner spécial. J'ai acheté du vin. J'ai mis une chanson sur laquelle nous dansions quand nous étions jeunes. Il a mangé en silence, a dit qu'il avait mal à la tête et s'est endormi. J'étais seule dans le salon, regardant la table dressée, sentant quelque chose se briser en moi. C'est cette nuit-là que j'ai pris une décision. J'allais faire différemment. J'allais planifier quelque chose de grand pour le tournant de l'année. Quelque chose qui montrerait à Laurent qu'il y avait encore de la vie en nous, que ça en valait toujours la peine. J'ai commencé à économiser de l'argent. J'ai fait des gardes supplémentaires à l'hôpital. J'ai économisé sur tout. Je n'ai pas acheté de vêtements neufs. Elle ne sortait pas avec ses amis. Chaque euro restant allait sur un compte séparé. En 6 mois, j'ai économisé 4 000 €. Laurent ne remarqua rien. Il vivait dans son monde. Réunions, déjeuners d'affaires, appels auxquels il répondait dans la salle de bain. J'ai fait semblant de ne pas voir. Il fit semblant de ne pas entendre. Mais il écoutait. Et je l'ai fait. Et il gardait tout dans sa poitrine comme s'il gardait des éclats de verre. Au milieu de 2025, une collègue de l'hôpital m'a dit qu'elle avait vu Laurent dans un restaurant avec une femme blonde. Jeune. Lol. Ses mains sur les siennes. Ma collègue a dit qu'elle ne voulait pas me faire de mal, mais qu'elle pensait que je devais le savoir. Je l'ai remercié. Je suis rentrée chez moi. J'ai attendu l'arrivée de Laurent. Je lui ai demandé comment s'était passée sa journée. Il a dit qu'il était resté au bureau tout ce temps. Je ne l'ai pas confronté. Je me contentais de hocher la tête. Car à ce moment-là, j'ai commencé à comprendre que le plan que je faisais était peut-être la dernière chance de sauver quelque chose. Ou de tout perdre pour de bon. J'ai réservé l'hôtel à Paris 3 mois avant le réveillon du Nouvel An. Un hôtel 4 étoiles près de la Tour Eiffel. Chambre avec vue sur la Seine. Laurent a été surpris quand je lui ai dit. Il demanda d'où venait l'argent. J'ai dit que j'avais économisé de l'argent. Il haussa les épaules et dit que c'était bien. Aucun enthousiasme, aucune affection, seulement une acceptation passive. Mais j'ai tourné la page. J'ai réservé le dîner dans un restaurant chic. J'ai acheté une nouvelle robe. J'ai planifié chaque détail comme si c'était la dernière chose que je ferais dans ma vie. 1 semaine avant le voyage, j'ai décidé de faire une dernière chose. La dernière tentative de montrer à Laurent ce qu'il lui restait. Je suis allée dans un magasin de montres en plein centre de Lyon. Il y avait une montre que je savais qu'il convoitait depuis des années.
Un modèle classique, élégant, très coûteux. 3 500 €. J'ai utilisé presque toute ma réserve. Quand j'ai pris la boîte emballée, j'ai ressenti un mélange d'espoir et de peur. Espérer que cela pourrait changer quelque chose. Peur que rien ne change. Nous sommes partis à Paris le 30 décembre. Laurent passa tout le trajet sur son portable. Message, lien. Je regardais par la fenêtre du train et je pensais au nombre de fois où je l'avais fait. Détourner le regard, faire comme si tout allait bien, avaler la solitude. Nous sommes arrivés à l'hôtel dans l'après-midi. La pièce était magnifique. Grand lit, jacuzzi, balcon avec vue sur la ville éclairée. Laurent regarda à peine. Il a jeté la valise par terre, a dit qu'il devait passer quelques coups de fil et est parti dans le couloir. J'étais seul là, assis au bord du lit, tenant la boîte à montre. J'ai pensé à abandonner. J'ai pensé à retourner à Lyon. Mais quelque chose en moi me disait d'attendre, pour voir ce qui allait se passer. Ce soir-là, nous avons dîné au restaurant que j'avais réservé. Laurent commanda le plat le plus cher. Il buvait trop de vin. Il parlait tout le temps de business. J'ai essayé d'engager une conversation à propos de nous. Environ 30 ans, de ce que nous avions vécu. Il changea de sujet. Il a dit qu'il en avait assez de regarder en arrière, qu'il voulait penser à l'avenir. J'ai demandé quel avenir. Il ne répondit pas. Le 31e jour, nous avons convenu de sortir séparément pour la journée. Je voulais me promener à Paris, faire du lèche-vitrine, prendre une pause. Laurent a dit qu'il avait un contact à trouver, un client potentiel. Je n'y croyais pas, mais je n'ai rien dit. Nous avons convenu de nous retrouver dans la salle à 22 h, pour se préparer ensemble, pour porter un toast au tournant de l'année sur le balcon de l'hôtel. Je suis sortie seule le matin. Je me promenais dans les rues de Paris en sentant le froid de décembre sur le visage. Je suis allée dans les magasins. J'ai pris un café dans une petite boulangerie. J'ai essayé de me convaincre que ce voyage pouvait encore être magnifique, que Laurent reviendrait différent, que nous allions nous reconnecter. Mais au fond de moi, je savais que je me mentais à moi-même. Je suis revenue à l'hôtel vers 19 h, plus tôt que prévu. Je voulais prendre une douche, me préparer calmement, préparer l'environnement. Quand je suis arrivée dans le couloir de la pièce, j'ai entendu des voix. Rire, une voix féminine, aiguë, excitée. Mon cœur battait la chamade. J'ai mis la clé dans le lecteur. La lumière verte clignota. J'ai ouvert la porte lentement. Laurent était au lit, torse nu. À côté de lui, une jeune femme blonde en lingerie noire. Elle tenait un verre de champagne. Il avait sa main sur sa taille. Les deux se retournèrent en même temps. Le visage de Laurent devint blanc. La femme poussa un cri étouffé. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, serrant mon sac à main, incapable de bouger. Laurent se leva rapidement. Il trébucha sur le drap. Il commença à bégayer. « Aminata, attends, ce n'est pas ce que tu penses. » La femme attrapa précipitamment ses vêtements, marmonna des excuses et courut dans le couloir, pieds nus, tenant la robe dans ses mains. Je me tenais là, à la porte, regardant l'homme avec qui j'avais partagé 30 ans de ma vie. Il s'approcha. Il a essayé de me toucher. J'ai pris du recul. « Ne me touche pas. » Ma voix est sortit basse mais ferme. Commença Laurent à parler. Il a dit que c'était une erreur, qu'il était ivre, que cela ne signifiait rien, qu'il m'aimait, que nous pourrions surmonter cela. Chacun de ces mots sonnait creux, comme un écho lointain de quelque chose qui n'a jamais vraiment existé. Je suis entrée dans la pièce. J'ai fermé la porte. Laurent continua de parler. J'ai attrapé la boîte à montre posée sur la commode. Je l'ai ouverte devant lui. L'horloge brillait à l'intérieur, intacte, parfaite. Laurent écarquilla les yeux. « Aminata, qu'est-ce que c'est ?» Je n'ai pas répondu. J'ai juste fermé la boîte et je l'ai remis dans le sac. Puis j'ai pris ma valise. J'ai commencé à ranger mes affaires. Laurent me suivit dans la pièce, me demandant ce que je faisais, me suppliant de ne pas partir, disant qu'on pouvait parler, qu'il allait changer, que cela ne se reproduirait jamais. J'ai rien dit. J'ai fini de faire ma valise, j'ai attrapé mon manteau. Je l'ai regardé pour la dernière fois cette nuit-là. Il avait les yeux rouges. Ses mains tremblaient. Le regret gravé sur son visage. Je quittai la pièce sans me retourner. Je suis descendue par l'ascenseur. J'ai traversé les halls de l'hôtel. Dehors, Paris était pleine de monde, lumière, musique, rire. Il était presque minuit. Le tournant de l'année approchait. Je marchais sans but, ne sachant pas où aller. Juste savoir que quelque chose en moi était mort dans cette pièce. Et que quelque chose de nouveau, encore sans nom, commençait à naître. J'ai passé le réveillon du Nouvel An assis sur un banc près de la Seine.
seule. J'ai entendu les feux d'artifice exploser dans le ciel. J'ai vu des couples s'embrasser, des familles prenant des photos. J'étais là, avec ma valise à côté de moi, frissonnant de froid, sentant le poids de 30 ans s'abattre sur moi. J'ai pleuré. J'ai tellement pleuré que j'avais mal à la gorge. Mais personne ne s'en rendit compte. Paris était trop occupé à célébrer pour remarquer une femme noire de 55 ans en pleurs sur un banc. Je suis retournée à Lyon le lendemain. Laurent m'a appelé 17 fois. Il a envoyé 43 messages. Je n'ai répondu à aucune. Quand je suis rentrée, il était là, assis sur le canapé, avec le visage de quelqu'un qui n'avait pas dormi. Il s'est levé en me voyant. Il essaya de se rapprocher. J'ai levé la main. Ça ne s'en approche pas. Il s'arrêta. Il recommença à parler. Mêmes excuses, les mêmes promesses. Je l'ai interrompu. Je veux divorcer. Laurent resta silencieux. Puis il laissa échapper un rire amer. Divorce ? Aminata, tu exagères. C'était une erreur, un lapsus. Je t'aime. Nous pouvons surmonter cela. J'ai secoué la tête. Je ne veux pas m'en remettre. Je veux que tu quittes ma maison. Il pâlit. Ma maison ? Cette maison est à nous. J'ai payé la moitié de tout. J'ai souri. Un sourire sans joie. Tu as payé la moitié. J'ai payé l'autre moitié. Et plus les 5 000 € que tu n'as jamais rendus. Et tout le reste que j'ai gardé silencieux pendant 30 ans. Maintenant, ça sort. Laurent essaya de répliquer. Il a dit qu'il n'avait nulle part où aller. Cela demandait du temps. Je n'ai pas cédé. J'ai fait une valise avec ses vêtements. Je l'ai posée sur la porte. Soit tu pars maintenant, soit j'appelle la police. Il m'a regardé avec colère, avec mépris. Tu es folle. Tu vas le regretter. Je n'ai pas répondu. Je viens d'ouvrir la porte. Il attrapa sa valise et claqua la porte. Je l'ai enfermé à l'intérieur. Je me suis assis par terre et j'ai enfin respiré. Au cours des semaines suivantes, Laurent a tout essayé. Liens, messages, des fleurs à la porte, des lettres manuscrites demandant pardon. Il s'est présenté à l'hôpital où je travaillais. Il attendait à la sortie. Il nous a suppliés de parler. Je ne le savais pas. Je suis passée à côté de lui comme s'il était un fantôme, jusqu'à ce qu'il comprenne que cela ne servait à rien. Et ça s'est arrêté. La procédure de divorce débuta en février 2026. Laurent a engagé un avocat. J'en ai engagé un autre. Il voulait la moitié de tout. De la maison, d'économie, des marchandises. Mon avocat, un homme sérieux nommé Monsieur Dubois, m'a conseillé de ne pas céder. Nous avions la preuve que Laurent n'avait jamais rendu l'argent emprunté. Nous avions des reçus indiquant que j'avais payé plus de la moitié des dépenses pendant des années. Laurent n'avait aucun moyen de discuter. L'audience était prévue pour avril. J'étais nerveux, pas parce que j'avais peur de perdre, mais parce qu'il allait devoir revoir Laurent. Regarde-le dans les yeux, écoute sa voix. Le jour même, je suis arrivée tôt au tribunal. Je me suis assise sur le banc dans le couloir en attendant qu'on m'appelle. Laurent arriva 15 minutes plus tard, accompagné de la femme blonde, comme l'hôtel à Paris. Elle lui tenait la main, souriant, comme si de rien n'était. J'ai ressenti une douleur dans la poitrine, pas de la jalousie, dégoûtant. Laurent m'a vu, il a fait signe comme si nous étions de vieux amis. J'ai détourné le regard. La femme blonde lui murmura quelque chose à l'oreille. Il rit, un rire fort, forcé, comme s'il voulait que je l'entende. J'ai pris une profonde inspiration. Je n'allais pas lui donner la satisfaction de me voir bouleversée. Nous sommes entrés dans la pièce. La juge était une femme. Sérieusement, portait des lunettes. Elle lut le processus à voix haute. Il a demandé à chaque partie de présenter ses arguments. L'avocat de Laurent prit la parole en premier. Il a dit que le mariage avait été un partenariat, que mon client ait contribué de manière égale, qu'il méritait la moitié des biens. Monsieur Dubois se leva. Il présenta les reçus. Relevé bancaire. La preuve que j'avais payé plus, bien plus, et que Laurent n'avait jamais remboursé le prêt. L'avocat de Laurent tenta de s'opposer. Il a dit que c'était un cadeau. Ce n'est pas un prêt. Monsieur Dubois montra l'email où Laurent promit de rendre l'argent. L'avocat resta silencieux. Laurent rougit. Le juge a demandé le silence. Il a dit qu'il analyserait les preuves et prendrait la décision dans 2 semaines. J'ai quitté la salle d'audience avec le sentiment d'avoir gagné la première bataille. Mais il savait que la guerre n'était pas encore terminée. Laurent n'allait pas accepter de perdre. Il n'a jamais accepté de perdre quoi que ce soit dans sa vie. 2 semaines plus tard, j'ai reçu la décision par email. Le juge avait statué en ma faveur. J'ai gardé la maison, avec 80% des économies.
Laurent devrait me rendre les 5 000 € avec intérêt et continuer à payer les coûts du processus. J'ai lu la décision 3 fois. Je n'en revenais pas. Il avait gagné. Vraiment, Laurent m'a appelé cette nuit-là. Des cris. Traiter le juge d'injuste, me traiter de chercheuse d'or, d'un profiteur. Il a dit qu'il allait faire appel, qu'il allait se battre jusqu'au bout. J'ai raccroché en plein milieu de la phrase. J'ai bloqué son numéro. Je ne voulais plus entendre sa voix. Plus jamais. Au cours des mois suivants, ma vie a commencé à changer. Doucement. Mais cela a changé. J'ai peint la maison. J'ai changé les meubles du salon. J'ai donné les vêtements de Laurent qui étaient encore dans le placard. Chaque chose que j'enlevais de là, c'était comme arracher un poids de mon dos. La maison a commencé à ressembler à la mienne. Seulement la mienne. Et c'était libérateur. Je suis ressortie avec mes amis. Je n'avais pas fait ça depuis des années. Nous sommes allés dans des cafés, au cinéma. On a parlé de tout. Ils m'ont soutenu. Ils m'ont entendu. Ils m'ont fait rire à nouveau. L'une d'elles, Mariama, m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. « Aminata, tu as passé 30 ans à vivre pour un homme qui ne t'a jamais vu. Maintenant, il est temps de vivre pour soi. » Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Je me suis inscrit à un cours de peinture. J'ai toujours voulu peindre, mais je n'en avais jamais le temps. Ou plutôt, je ne me suis jamais donné de temps. J'ai découvert que c'était bien, qu'il avait du talent. Ma professeure, une gentille Française nommée Sylvie, m'a encouragée à exposer mes peintures lors d'une foire d'art locale. J'avais peur, mais j'y suis allée. Et j'ai vendu 3 toiles. 3. Des gens que je ne connaissais pas achetaient quelque chose que j'avais créé. C'était l'un des sentiments les plus incroyables de ma vie. Laurent poursuivit avec la femme blonde. J'ai vu des photos d'eux sur les réseaux sociaux. Voyager, des restaurants chers. Il l'exhibait, comme il le faisait toujours. Mais maintenant, je m'en fichais. Je n'ai rien ressenti, ni de colère, ni tristesse. Seulement l'indifférence. Et j'ai compris que c'était la plus grande victoire de toutes. En septembre 2026, j'ai reçu un appel inattendu. C'était la femme blonde. Elle nous a demandé de parler. J'ai hésité, mais j'ai accepté. Nous avons pris rendez-vous dans un café. Elle est arrivée différente. Pas de maquillage, cheveux relevés, yeux gonflés. Il est assis devant moi et a commencé à pleurer. Elle a dit que Laurent lui avait fait ce qu'il m'a fait, qu'il y en avait un autre, qu'elle avait découvert des messages sur son téléphone portable, qu'il avait menti sur tout. Je l'ai écoutée en silence. Quand elle a fini, je n'ai dit qu'une seule chose. Je t'avais prévenu. Elle m'a regardée, confuse. Je l'ai avertie par mon silence. Avec mon départ, avec mon divorce. Laurent ne change pas. Il ne changera jamais. Elle essuya ses larmes. Il m'a demandé ce que j'avais fait pour surmonter ça. J'ai répondu, je me suis choisi moi-même. Elle hocha la tête. Il le remercia. Et il est parti. Je ne l'ai jamais revu. En octobre, Laurent est venu frapper à ma porte. Tard le soir. Ivre. En claquant et en criant mon nom. Je ne l'ai pas ouvert. J'ai appelé la police. Ils sont venus. Ils l'ont emmené. Le lendemain, mon avocat a obtenu une ordonnance restrictive. Laurent ne pouvait plus venir vers moi. Il ne pouvait pas m'appeler. Il ne pouvait pas me chercher. S'il le faisait, il serait arrêté. Et enfin, j'avais la paix. Aujourd'hui, presque 1 an après cette nuit à Paris, je vis seule. Et je ne me sens pas seule. J'ai mes amis, mon travail, ma peinture, ma maison, ma vie. Je me réveille le matinée, je n'ai besoin de plaire à personne. Je n'ai pas besoin de faire semblant. Je n'ai pas besoin d'avaler le manque de respect. La montre que j'ai achetée pour Laurent est toujours en stockage. J'ai pensé à vendre, mais j'ai décidé de le garder. Pas comme un rappel de lui, mais comme un rappel de moi, de tout ce que j'étais prêt à donner. Et combien j'ai appris à ne plus donner. Parfois, je croise Laurent dans la rue. Il est plus âgé, fatigué, toujours accompagné de quelqu'un de différent. Il me regarde. Je ne regarde pas en arrière, parce qu'il ne mérite même plus ça. Même pas mon apparence, même pas mon temps, ni mes pensées. J'ai appris que pardonner ne signifie pas accepter en retour. Pardonner, c'est lâcher prise. Et j'ai lâché prise. J'ai laissé tomber 30 ans d'attente, d'un espoir vide, d'un amour non partagé. J'ai laissé aller la version de moi-même que je pensais avoir besoin de quelqu'un pour être complète. Et j'ai découvert que j'étais toujours complète. Seule. Ma mère disait quelque chose quand j'étais enfant à Dakar. « Aminata, le jour où tu apprendras à marcher seule, personne d'autre ne pourra t'arrêter. » Je n'ai pas compris. Maintenant, je comprends.
Marcher seul n'est pas de la tristesse. C'est la liberté. C'est un choix. C'est la dignité. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je vois clairement. Laurent ne m'a jamais aimé. Il adorait l'idée d'avoir quelqu'un qui tenait à lui, qu'il a payé, qu'il garda silencieux, quelqu'un qu'il pourrait utiliser sans conséquence. Mais ce n'était pas son erreur, c'était à moi. Avoir permis cela si longtemps, d'avoir été silencieux alors que j'aurais dû crier, d'être resté alors que j'aurais dû partir. Mais je ne le regrette pas, parce qu'il fallait vivre tout cela pour apprendre qui je suis, et celle que je ne veux plus être. Si vous lisez ceci et que vous vous reconnaissez dans mon histoire, je veux vous dire quelque chose. Sors, peu importe le temps que vous avez investi, peu importe ton âge, peu importe ce que les autres diront aussi. Sors, parce que la vie est trop courte pour vivre dans les miettes de quelqu'un qui ne vous voit pas. J'avais 55 ans quand j'ai décidé de repartir à zéro. Je pensais qu'il était trop tard, mais ce ne fut pas le cas. Il n'est jamais trop tard pour te choisir. Choisir la paix, choisir la dignité. Cette nuit-là, à Paris, quand j'ai vu Laurent avec une autre femme, j'ai cru que ma vie était finie. Mais il n'y en avait pas. Cela venait de commencer. La vraie vie. Ma vie. Pas de masque. Pas de mensonge. Aucune douleur déguisée en amour. Et s'il y a une chose que j'ai apprise tout au long de ce processus, c'est que la justice ne vient pas toujours de la cour. La justice vient de l'intérieur. Quand tu te regardes dans le miroir et que tu reconnais la personne qui est là. Quand tu n'auras plus besoin de l'approbation de personne. Quand tu comprends que le plus grand amour que tu puisses donner est envers toi-même. Laurent a perdu bien plus que moi. Il a perdu quelqu'un qu'il aimait vraiment. Quelqu'un qui aurait donné sa vie pour lui. Et il l'échangeait contre des aventures vides qui ne combleront jamais le vide qu'il a dans sa poitrine. Moi, en revanche, je me suis trouvé. Et c'est inestimable. Donc, si aujourd'hui quelqu'un me demande si ça en valait la peine, je dis oui. Pas le mariage, mais la sortie. Le courage de fermer la porte, pour l'enfermer à l'intérieur, et de ne plus jamais s'ouvrir à ceux qui ne méritent pas d'entrer. Je m'appelle Aminata, j'ai 56 ans. Et enfin, après tout ce temps, je suis libre. Si cette histoire vous a touché le cœur, si vous avez aussi recommencé après une douleur profonde, écrivez dans les commentaires « Je suis libre ». Parce que parfois, les mots les plus simples portent les victoires les plus importantes.